Bonjour à vous toutes et tous. Alors, bienvenue à ce séminaire grand public qui s'intitule La reprise collective au Québec comme option en économie sociale, donc résultat d'un programme de recherche partenariale et réflexion sur l'avenir. Donc, ce séminaire est co-organisé par l'Axe Organisation sociale et collective du Centre de recherche sur les innovations sociales et le Centre d'études en responsabilité sociale et citoyenneté, le CRC, donc du Collège Rosemont. Et donc, avant de présenter nos invités, nous souhaitons mentionner que cet événement est enregistré. Donc, on vous invite à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Et si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, veuillez, s'il vous plaît, fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement va être diffusé sur le site Internet du CRIS prochainement. Alors, le déroulement, nous aurons donc 15 minutes de présentation par 15 ou 20 minutes par chacun des conférenciers, donc pour un total de 45 minutes. Et puis, on se donne un bon 30 minutes d'échange avec le public. Voilà. Et donc, ce séminaire est présenté par trois personnes, trois chercheurs au CRC. Donc, Olivier Corbin-Charland, qui a une expertise de recherche sur l'entrepreneuriat social et l'économie sociale. Et donc, plus spécifiquement, ses travaux touchent à la gestion, au financement et à la gouvernance de modèles innovants d'entreprises d'économie sociale et de reprise collective. Il est détenteur d'une maîtrise en sociologie. Il est aussi spécialisé en méthode qualitative et en éthique de la recherche. Et il travaille au CRC depuis 2015 et a participé au déploiement de nombreux projets de recherche en entrepreneuriat social et économie sociale. Et donc, il est responsable de l'axe recherche, entrepreneuriat, innovation et société au CRC. Merci Olivier d'être avec nous. Et donc, Tassadit Zerdani, qui est aussi avec nous, qui est formé en administration des affaires. Et ses centres d'intérêt sont, entre autres choses, les modèles d'entrepreneuriat social et collectif. Elle a développé donc une expertise en stratégie des entreprises et en développement et gouvernance des réseaux interorganisationnels, qui était le sujet de sa thèse. Elle porte et développe des projets de recherche sur la reprise collective dans le secteur agricole et le développement de l'économie sociale dans le milieu municipal. Elle a également une expérience en enseignement au niveau universitaire et collégial et elle a œuvré au CRIS, donc bienvenue Tassadit, comme assistante puis professionnelle de recherche pendant plusieurs années et chercheur au CRC depuis 2019. Et donc, participe à ce séminaire aussi Marie-Carmen Mérino, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, mais qui est avec nous en pensée et donc qui a une grande expertise en gouvernance, en gestion et en stratégie d'entreprise, ainsi qu'en commercialisation, études de marché, communication et services conseils auprès d'entreprises qui ont des modèles d'affaires socialement innovants. Elle a piloté pendant plusieurs années son entreprise d'économie sociale en service conseil aux entreprises d'économie sociale. Elle détient une maîtrise en gestion des entreprises d'économie sociale et elle est chercheure au CRC depuis 2017, de même qu'elle enseigne en technique administrative au Collège de Rosemont. Donc, merci à vous trois et je vous cède, à vous deux en fait, au nom aussi de Marie-Carmen et je vous cède donc la parole pour 45 minutes. OK. Ah, c'est parti. Vous êtes parti, ça a l'air de fonctionner avec... Ça semble fonctionner. Est-ce que vous voyez bien notre diapositive titre? On ne les voit plus. Nous entendez-vous déjà? Oui, on vous entend. On voit la diapositive suivante, donc c'est comme vous souhaitez. On voit les deux diapositives, en fait, on voit la vôtre principale en gros et vous pouvez aller dans basculer paramètres d'affichage tout en haut. Ah, vous avez enlevé le en tant que j'ai partage. utilisé Zoom, je suis plus écran. Vous pouvez repartager. Ça devrait être mieux là. C'est parfait. Parfait, merci. Merci. C'est parfait. OK, alors j'ouvre. Alors, merci Martine, puis nous remercions l'Axe Organisation collective et sociale et ses membres, également le CRIS et ses membres, de
donner cette occasion de partager avec vous notre programme de recherche ici au CRC sur la reprise collective. Puis nous remercions également tout le public qui est venu nous entendre, puis discuter avec nous, puis nous proposer des pistes et des réflexions sur l'avenir de ce champ de recherche, la reprise collective. La reprise collective nous semble un processus facile et évident, mais dans les faits, avec l'exploration de cette thématique de recherche, nous l'avons trouvé que c'est un champ qui est peu documenté. Il nécessite donc d'être connu, d'être soutenu, puis d'être encouragé pour le présenter comme une solution, une partie de la solution à certains enjeux qu'on vit actuellement, particulièrement l'enjeu de la relève des entreprises, des PME. Donc, on va vous présenter les différents projets de recherche qui ont été réalisés par notre équipe de recherche que vous nous avez présenté, Martine, mais ils ont travaillé avec nous également France Lavoie, qui est chercheur et enseignante en technique de recherche et de gestion de données ici au Collège de Rosemont. Puis il y a Mamadou Diane, qui est notre technicien de recherche spécialisé en technique de recherche qualitative et quantitative. Puis Isabou, qui était une des pionnières de ce programme de recherche, qui ne peut pas également être avec nous aujourd'hui et qui est devenue maintenant directrice du CRC. Donc, on va vous présenter donc, le déroulement de la rencontre. Finalement, qu'est-ce qu'on va vous présenter dans les 45 minutes qui suivent? Donc, très rapidement, notre centre de recherche et ses axes, puis la problématique et les enjeux auxquels répond ce champ de recherche, la reprise collective, ses leviers, puis bon, on va la définir très rapidement. Et en fait, on va y aller dans les détails de présenter les résultats de 4 projets de recherche qui ont été finalisés et d'autres qui s'en viennent. Voilà, donc, puis on arrivera aux questions et vos propositions à la fin. Alors, alors, notre centre de recherche, très rapidement, un centre de recherche évidemment spécialisé en responsabilité sociale et éco-citoyenneté. On fait de la recherche-action, donc on part des enjeux et des problématiques que nos partenaires vivent et dans le but d'accélérer des innovations sociales, de développer des nouvelles pratiques, des nouvelles stratégies pour répondre à ces enjeux de société. Notre processus de recherche ici au CRC est basé sur les valeurs qui sont les valeurs d'inclusion, d'accessibilité, de diversité. Donc, nous faisons de la place finalement à tous les acteurs qui veulent participer avec nous dans ce processus de recherche. Ce n'est pas juste nos partenaires ou le milieu utilisateur, le milieu preneur. Donc, tout s'articule autour de deux axes, de deux principaux axes. L'axe innovation, entrepreneuriat et société dont on fait partie, donc qui travaille sur ce champ ou cette thématique de reprise collective. Donc, qu'est-ce que nous faisons, les principaux projets auxquels, ou bien l'organisation, les organisations, les innovations sociales dans les organisations, dans les réseaux que ces organisations forment, dans leur écosystème et dans les réseaux, toutes sortes d'organisations
entreprises sociales, les entreprises d'économie sociale et les réseaux qu'ils forment. Donc, nous avons entrepreneuriat, reprenariat et gouvernance de réseaux d'entreprises. Et le deuxième axe de nos collègues, c'est innovation, participation citoyenne et transition. Donc là, nos collègues explorent les problématiques d'inclusion sociale, de mobilisation citoyenne pour pouvoir assurer la transition socio-écologique. Donc, je vous donne certains projets de cet axe. Par exemple, le projet qu'on a sur la gouvernance des parcs ici à Montréal, le projet d'habitation autochtone, le projet de mobilité urbaine avec Solon, etc. Bref, les deux axes se complètent parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat social, de développement d'entreprises sociales et collectives s'il n'y a pas de mobilisation sociale et l'intérêt qu'on donne au regroupement qui émerge de cette mobilisation citoyenne. Alors voilà rapidement. Maintenant, quels sont les enjeux ou les problèmes dont découle cet axe de reprise collective? Ce n'est pas nouveau pour vous. Évidemment, on vit au Québec dans un contexte de vieillissement de la population. Quand on dit vieillissement de population, de la population des entrepreneurs qui s'approchent de la retraite. Donc, le bassin de ces dons potentiels s'élargit de plus en plus. Je donne l'exemple, par exemple, le secteur que j'ai exploré très récemment, le secteur de l'agriculture, la moyenne d'âge des entrepreneurs d'entreprises agricoles, des fermes agricoles, selon le dernier rapport du MAPAC de mars 23, c'est 56 ans et 56 ans avec 91% de ce bassin n'ont pas un plan de relève. Et aussi dans un contexte où on remarque que la reprise collective, la reprise familiale, de plus en plus en diminution continue depuis 2011. Ceci dit, donc, le risque de fermeture d'entreprise est là, est élevé. Et on a constaté aussi que le potentiel de reprenariat des entreprises, de reprenariat des entreprises d'économie sociale, il est méconnu. Donc, il y a la méconnaissance, je dirais pas totale, mais c'est ces dernières années qu'on commence à parler, à activer, puis il y a de la volonté d'accompagner et de faire connaître cette forme de reprenariat. Alors, ça, c'est les enjeux. Maintenant, nous avons aussi constaté qu'il y a des atouts, qu'il y a des facteurs aidants dans notre écosystème d'économie sociale qui aident à l'effervescence de cette forme de reprise. C'est que le secteur de l'économie sociale a de la place, est légitime, est en croissance, il a donné ses preuves, il est dans tous les secteurs, il y a un ancrage territorial, etc. Donc, pourquoi pas le pousser comme modèle pour la reprise des PME qui existent au lieu de pousser tout le temps dans la voie d'entreprendre. Aussi, l'écosystème en économie sociale est riche et diversifié en termes de structures d'accompagnement. Ça, c'est un atout. Il y a aussi une panoplie, l'écosystème de financement dédié aux entreprises d'économie sociale. Donc, les outils de la finance solidaire et sociale que vous connaissez tous. Bref, il y a aussi la volonté du ministère avec la mise en place de la table de partenariat pour la reprise collective, des programmes. Donc, il y a de l'espoir, on se mobilise pour y aller explorer davantage
et de rendre, de faire émerger le succès de cette forme de reprise. Alors, de quoi parlons-nous? Dans la reprise collective, pour la définir, en fait, comment on la définit ici au CRC, oui, c'est le transfert d'une PME, d'une entreprise capitaliste, par les employés ou par un groupe d'acteurs externes, mais pour l'exploiter selon les principes d'une entreprise d'économie sociale, donc coopérative ou PNL. Alors, c'est pas pour un groupe d'actionnaires qui s'associent, ça ne nous intéresse pas. Et on regarde, juste un ajout, on regarde beaucoup plus au CRC le transfert d'entreprise du point de vue de la reprise, donc du repreneur beaucoup plus, mais on entame aussi l'exploration du côté du cédant. Alors, le contenu de notre programme de recherche, les projets qui ont été réalisés à date, il y en a des projets qui sont en cours, mais on ne vous les présente pas les résultats aujourd'hui, mais on vous présente les résultats de ces 4 projets qui sont finalisés, qui ont été entamés depuis 2018. Je n'étais pas là ici au CRC, mais Olivier, Isabeau et Marie-Carmen et le reste étaient là. Moi, j'ai intégré l'équipe récemment en mai 22, donc 1 an et demi, mais j'avais quand même réalisé un mandat comme consultante externe de la revue de littérature puis de l'analyse sectorielle de la reprise politique. Donc, on va vous présenter ce qui a été fait tout à fait au début, comprendre la reprise en mode OBNL, existe-t-il, combien, etc. Donc, c'est le premier mandat qui a été réalisé pour le chantier de l'économie sociale par l'équipe. Par la suite, c'est là que le fil s'enchaîne. Donc, l'entrepreneuriat collectif comme solution à la relève. Donc, c'est ça quoi, comprendre le portrait au Québec, les enjeux, les avenues, etc. C'est un mandat qui a été réalisé avec les partenaires de l'écosystème de la reprise collective, donc tous les acteurs pratiquement comment dirais-je, de l'accompagnement de l'économie sociale au Québec qu'on va vous présenter après. Évidemment, ça nous a amené à constituer une BD, une banque, pour voir combien de reprises collectives au Québec, quels sont les secteurs, quel est le statut juridique, etc. Donc, collecter toute cette information et on découvre qu'il y a un besoin et la méconnaissance de la part de repreneurs. Donc, c'est pour ça que il y avait le développement du 4e projet qui est la boîte à outils sur la reprise collective, qui est aussi développé par les partenaires pratiquement tous de l'écosystème d'accompagnement de l'économie sociale au Québec que je vais vous présenter après. Donc, ces partenaires qui ont participé, ça dépend des projets, tous en partie ou certains à tous ces projets. C'est le chantier de l'économie sociale, le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, évidemment le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui est au cœur des transferts en général, donc incluant le transfert collectif, le réseau COP, la coopérative de développement régional du Québec, réseau d'investissement social du Québec, la caisse d'économie solidaire des jardins, le pôle d'économie sociale du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, évidemment le ministère d'économie, d'innovation et de l'énergie qui participait, qui finançait ces différents projets. J'ajouterais juste que par rapport au financement, puisque j'ai parlé du financement, que tous ces projets ont été financés en général par des mandats
donc des mandats qu'on a reçus de ses partenaires, mais principalement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et du ministère de l'Enseignement supérieur, donc le MES. Voilà, je pense que j'ai fait l'introduction. Je donnerai la parole à mon collègue Olivier, qui était là dès le départ, pour vous présenter les résultats de ces 4 projets. Et je vais revenir à la fin pour la suite des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tassadit. Je vais essayer d'être bref parce que ça se peut que nous bombardions un peu d'informations. Je remplace d'ailleurs Marie-Carmen, je vais faire ses fiches, choses de grands souliers parce que voilà, elle a une expertise assez incroyable sur la reprise collective, mais je vais tenter bien humblement de présenter cette partie. Ceci étant dit, un petit pas de recul juste pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés au CRC à la reprise collective, c'est qu'en fait, nous sommes intéressés à ce qui était à l'époque un espace de coworking dédié aux entrepreneurs sociaux et collectifs qui était Esplanade Montréal, qui est maintenant, disons, plus dématérialisé, qui est plus un parcours d'accompagnement. Mais bref, nous accompagnons cet espace-là et c'était payé par les fonds propres du CRC. C'est à cette époque qu'on a pu comprendre que certains choisissaient dans la mouvance de l'entrepreneuriat social des statuts juridiques dits de société par action, d'autres collectifs comme les coops et les OBNL, et que certains, mais on l'avait plus ou moins perçu à l'époque, avaient on appelait un peu des bébés étranges. Donc, qui a émergé encore plus dans le second projet financé par le MES sur l'entrepreneuriat social, où nous voyons que quelques cas où on se questionnait en fait sur qu'est-ce qui faisait qu'une personne choisissait un statut juridique plutôt qu'un autre, ou qu'un collectif allait pour un OBNL ou une coop plutôt qu'une société par action. Encore là, c'était manifeste que certains avaient plusieurs statuts juridiques, notamment des sociétés par action, mais que ces plusieurs statuts juridiques-là apparaissaient dans ces organisations par le biais de rachats. Ce que nous avons pu confirmer dans le projet suivant, qui s'appelle hybridation multi-organisationnelle, où nous regardions du point de vue des entreprises collectives la question et l'enjeu des filiales. C'est-à-dire quand une entreprise collective achète une entreprise ou en crée une, comment s'assurer que la gouvernance, la gestion des flux financiers, je vois Marie-Claire Malo dans la salle, je crois qu'elle se rappelle avoir commenté ce projet, son soutien avait été d'ailleurs très précieux. Et c'est évidemment dans ce projet-là qu'on a pu confirmer que le rachat est une stratégie utilisée fréquemment dans ce type d'entreprise multi-organisationnelle. Entre-temps, arrive le chantier, je crois que j'ai vu Charles rentrer dans la salle tout à l'heure aussi, et il nous explique qu'ils ont un mandat de recherche, qu'ils ont un besoin pressant de documenter la recherche en mode OBNL. Ce que nous avions vu dans le projet HMO, mais qui n'avait pas fait évidemment l'objet d'un projet en soi. Nous nous sommes donc lancés dans l'aventure de la reprise collective en mode OBNL avec le chantier, pour ensuite élargir dans un projet en 2019, financé encore une fois par le MES, sur la reprise collective tout azimut, donc à la fois coopérative et OBNL. Dans le sillon, je vais aller plus vite, il y a peut-être des projets que je vais passer sous silence, là, mais notamment le Vauvien et le HMO, c'était du rachat, c'était plus d'accompagnement. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vois le temps qui file. Donc, un projet par le MEI et le CETEC sur la reprise collective où on nous a mandaté pour créer une banque de données où on identifiait par des sources publiques, mais aussi grâce au soutien précieux des accompagnateurs, les cas de reprise collective existants au Québec. Le prochain projet sur le commerce inter-entreprise, c'était des alliances entre entreprises d'économie sociale et sociétés par action. Je le passe sous silence aussi, ce serait trop long l'expliquer, mais c'est un peu dans la même veine, finalement. On voit encore toujours cet échange, cette proximité entre les PME et les entreprises d'économie sociale. C'est pourquoi on l'a mis sur la ligne du temps. Pour ensuite aborder un projet qui est porté par Tassadit ici, chercheur principal sur le projet d'économie sociale et en lien avec les municipalités, soit comment les politiques de soutien aux entreprises d'économie sociale pilotées par des municipalités peuvent favoriser la création d'entreprises d'économie sociale, mais aussi, évidemment, la reprise collective. Comme Tassadit l'a très justement mentionné, on regarde maintenant les reprises collectives du côté des cédants. Soit qu'est-ce qui fait qu'un cédant décide d'embarquer ou pas, et quelles sont les caractéristiques de son entreprise qui font en sorte qu'elle va ou pas aller vers une reprise collective. Donc, on est en train de piloter un grand questionnaire en ce moment, des entrevues et des études de cas. Tout ça devrait se terminer d'ici la fin de l'année, mais on vous tiendra certainement au courant. Enfin, on fait des formations, on mène un projet aussi avec Réseau Coop sur le changement de posture. J'ai vu Salimata dans la salle, qui travaille sur ce projet avec nous. Bref, c'est plutôt pour regarder comment les travailleurs passent d'une posture de
employés salariés à coopérateurs, propriétaires, gestionnaires, administrateurs de leur propre entreprise. Et tout ça nous mène à 2023 et à l'automne, nous avons déposé un projet au MEI sur la reprise collective dans le milieu agricole où nous voulons documenter le phénomène de la reprise collective, mais aussi adapter notre boîte à outils que je crois que j'ai oublié de mentionner en 2020 et qui était basée sur nos projets de recherche, mais à ce titre, le mieux présenté que moi. Donc, je vais aller rapidement dans le cœur du sujet parce que je vois le temps qui file sur la reprise en mode OBNL. Premier projet, effectivement, où nous avons combiné, l'objectif c'est de comprendre et décrire le modèle spécifique de la reprise collective en OBNL, en fait même de la mettre en lumière, montrer qu'elle existe, puisque s'il y avait des questionnements dans l'écosystème quant à le nombre de cas ou l'existence, c'est un projet qualitatif, ceci étant dit, on n'a pas donné quanti précise, mais bref, ça nous a permis d'identifier 3 modèles, on a fait des études de cas, on les a combinés ensemble, pour assurer la confidentialité des données, et ce qu'on a pu créer, c'est des histoires types de reprise en mode OBNL. La première, on l'a appelée la reprise d'une entreprise immobilière rentable. C'était une reprise de plusieurs dizaines de millions de dollars. Une reprise d'entreprises culturelles en difficulté, donc dans un secteur qui est extrêmement mis à mal, et pourtant des entreprises culturelles qui ont réussi non seulement à les rendre rentables, mais à les développer de façon significative. Donc, on parle de doubler le nombre d'employés. Et enfin, la reprise d'une entreprise manufacturière peu rentable, qui était aussi très intéressante parce que les acquisitions étaient réalisées sur fonds propres. Je reviens à l'étape du montage financier. Donc, on a découpé, c'est très classique, là, ça vient de Bérengère Deschamps, le processus de reprise en 3 phases, la préparation, l'accord et la phase de transition. Du côté des facteurs de succès pour ce qui est de la reprise collective en mode OBNL, bon, la veille active pour trouver la perle rare, l'utilisation sur le réseau, le bouche à oreille et la visite d'entreprises en vente ont été utilisés comme stratégie pour identifier les entreprises à acheter. Les défis étaient la concurrence du secteur privé pour des entreprises rentables. Ceci étant dit, fait étonnant ou réjouissant quand même, les entreprises d'économie sociale réussissaient à passer devant le privé parfois. L'identification de la bonne entreprise à racheter. On cherche évidemment un fit, si vous me permettez l'anglicisme, entre les valeurs de la PME et celles de l'entreprise d'économie sociale. Et la difficulté à avoir des informations vérifiées sur l'entreprise à reprendre, c'est souvent le bébé de ces entrepreneurs, donc on a tendance à un peu embellir la réalité et ça crée parfois des petites surprises, notamment au moment du montage financier. Parce que ce qu'on a pu repérer comme source de financement, c'est que dans le premier modèle, c'était fait entièrement par les fonds propres, sur les fonds propres de l'OBNL. Dans le deuxième, c'était 50% de subventions et de prêts. Évidemment, dans ce cas-ci, les produits d'économie sociale financiers étaient très, très, très positifs et un facteur de succès. Et enfin, dans le troisième cas, c'était 100% du prêt. Je vous bombarde, j'ai oublié de dire par ailleurs en début de présentation que les questions, on va les peut-être garder pour la fin parce que, voilà, ça risque. Donc, à ce titre, le souligner, puis je l'ai oublié, mais bref, je le rappelle juste pour être sûr. Et notez bien vos questions, on va être disponible pour y répondre à la fin. Pour la phase de transition de management de la reprise, partager la vision avec les parties prenantes, surtout qu'on change de mode de gestion et de gouvernance. Le transfert de l'expertise du cédant, notamment dans ce qui est le secteur d'activité, soit culturel ou manufacturier, une expertise qui est importante de transférer, bonifier certains éléments des conditions d'emploi, évidemment dans un marché de l'emploi qui était différent à l'époque, mais qui est toujours un peu sous tension, notamment en région. Faire appel à des experts externes, notamment ceux de l'économie sociale, c'est vraiment important. La capacité à injecter des fonds pour développer l'entreprise reprise, c'est un peu lié aux surprises dont je vous parlais tout à l'heure, soit, oui, on peut acheter une maison, en fait, finalement, si vous me permettez la comparaison un peu boiteuse, on a toujours des surprises, finalement, quand on emménage, quand on prend possession d'entreprise. Il y a parfois le bâtiment rénové ou une liste de clients qui n'était pas aussi étoffée, qu'il faut faire du marketing, de la promotion, plus qu'on ne le pensait. Bref, les repreneurs devaient se doter de fonds pour être capables de continuer de pérenniser l'entreprise, voire de la développer par après et de être capable de faire face aux imprévus. Accroître et diversifier les activités marchandes, tout ce l'on fait, c'est une stratégie évidemment pour se pérenniser, pour se développer, et ça, comme je viens de le dire, requérait des fonds. Du côté des défis, je l'ai mentionné, bon, les découvertes désagréables au niveau de la comptabilité, de la liste de clients, des installations qui sont à refaire, voire des fois beaucoup à parfaire. L'intégration des employés à l'OBNL, l'adhésion au nouveau leadership, c'est quand même un défi important en ce sens qu'on change de modèle de gestion et de gouvernance, comment aller chercher les gens, comment les faire adhérer au nouveau modèle d'entreprise qui leur est proposé. Trouver les ressources financières nécessaires au développement d'entreprise, autant les produits d'économie sociale sont appréciés, autant ça reste quand même tout un défi, notamment quand les montants sont élevés. Notamment des fois aussi en région où un entrepreneur nous disait qu'il avait été
pas particulièrement bien accueillis chez Desjardins. Puis finalement, c'est la Banque nationale qui avait embarqué. On a vu l'inverse aussi. Bref, c'est souvent un peu l'impression d'avoir cogné à beaucoup de portes avant de trouver le bon acteur qui va accueillir notre projet. Il faut être persistant et résilient. Bref, avoir l'expertise externe saisissant bien les enjeux de l'économie sociale, ça aussi, c'est un défi, notamment pour ce qui est des professions libérales, parce qu'il y a des enjeux, des fois, comptables ou encore fiscaux ou légaux. Puis là, ben, il faut avoir quelqu'un qui soit, par exemple, familier avec le modèle OPNL, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Et la rétention et l'accroissement de la clientèle, quand même, des fois, ça peut bousculer les gens de voir que l'entreprise a changé tout de modèle. Il y a encore des mythes, malheureusement, qui persistent en économie sociale, peut être associé, on dit, au communautaire, parce que c'est vraiment une vraie entreprise, commentaire qu'on s'est fait dire par quelques-uns des repreneurs, alors que dans les faits, les entreprises se sont toutes développées. Donc oui, elles en sont, mais c'est pas toujours très bien compris finalement par les clients ou les parties prenantes externes qui avaient affaire avec la société par action. Conclusion rapide, la reprise en mode OBNL existe et permet une reprise réussie. Elle permet aussi un développement significatif des activités des entreprises reprises. Elle permet d'accéder à des ressources spécifiques, celles de l'économie sociale, qui est un atout comparativement aux sociétés par action qui n'y ont pas accès, qui ont par contre il y a des inéquités, notamment le fameux crédit d'impôt. Les entreprises d'économie sociale n'ont pas accès à certains outils des entreprises privées, puis ça, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et comme je viens de le dire, en parlant du crédit d'impôt, la recherche de ressources financières reste tout de même un important défi, notamment quand on a des montages financiers complexes, donc avec de nombreux acteurs, ou encore parce que le montant du rachat est important. Deuxième projet, je m'excuse, mais je vais vous rapidement vous présenter d'autres morceaux à ce projet-là, qu'on a dû faire des choix déchirants et on ne vous présentera pas les fins et leviers de la reprise collective. Les secteurs à prioriser, il y a un travail colossal que Tassadit a réalisé pour identifier les secteurs porteurs pour la reprise, mais méthodologiquement, ça aurait été très lourd de vous l'expliquer parce que c'est une méthode complexe, pertinente et rigoureuse, mais complexe. Puis les représentations médiatiques de la reprise collective au Québec. On a fait un travail là-dessus. On en glissera peut-être un petit mot, mais ça aussi, ça aurait été malheureusement long à présenter. Puis on voulait quand même vous tenir au courant que tous ces documents-là sont disponibles sur le site repreneuriatcollectif.ca sous l'onglet documentation. Vous pourrez trouver les résultats de ces divers morceaux de nos études sur ce site, qui est une très belle passerelle pour la reprise collective au Québec. Donc, rapidement, on a identifié des cas, on a fait des études de cas, on a fait des séquences, en fait, et ça nous a permis de comprendre un peu quelles étaient les diverses façons de reprendre. On vous en présente que deux, il y en a une multitude, mais dans ce cas-ci, nous avions un cédant à la retraite. Et je devance un peu, avant de présenter la séquence, en fait, comment on les a regroupés, c'est, bon, d'une part, d'où vient le repreneur, externe ou interne? Est-ce que l'entité juridique a été créée pour la reprise ou existait-elle avant? Le montage financier était-il simple ou complexe? L'entreprise financière, la santé financière de l'entreprise cédée était-elle bonne ou mauvaise? Et étions-nous dans une logique de sauvegarde ou de développement? Bon, dans ce cas-ci, on avait un cédant qui voulait prendre sa retraite et qui voulait vendre, mais, comme je le disais plus tôt, voulait que l'entreprise poursuive ses activités, c'est son bébé. La communauté s'est mobilisée, ne voulait pas perdre des services sur ce territoire. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les régions Québec. Hein, l'entreprise disparaît, les services disparaissent avec, ce qui est vraiment pas idéal. Ceci étant dit, c'est un montant important et un montage financier donc complexe. Ils ont créé une entreprise d'économie sociale pour la reprendre. Ils se sont rendus avec le cédant sur le prix pour ensuite faire des investissements majeurs, je dirais même, pour mettre à jour les actifs, numériser la gestion, bref, rendre l'entreprise plus performante, plus au bout du jour, et ainsi permettre d'après-utiliser la développer. Deuxième exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous les épargne, c'est une reprise interne, avec encore une fois une entreprise juridique créée pour la reprise, encore une fois un montage financier complexe, une entreprise en mauvaise santé, puis une logique de sauvegarde encore une fois. Dans ce cas-ci, c'est un repreneur interne, donc on pense à des travailleurs, évidemment, qui cherche des solutions pour éviter des pertes financières de sa société par action en forme de vocation sociale et qui obtient des exemptions fiscales pour son rôle, mais qui se dit, mon Dieu, mon ADN, en fait, c'est vraiment une entreprise collective, il faut la transformer. Les cédants actionnaires acceptent la transformation de la SPA et sa reprise par l'entreprise d'économie sociale créée. C'est un montant très important, en fait. Il y a un accord financier, un montage financier complexe, mais qui est facilité, par exemple, par l'implication de plusieurs acteurs fortunés. C'est une entreprise en région, en fait, et dans ce cas-ci,
Bon, les entrepreneurs qui ont des valeurs dites sociales, ça existe, même du côté des sociétés par action. Certes, ils n'ont pas les valeurs collectives et démocratiques, mais des fois, de l'économie sociale, ça vaut la peine d'aller les chercher et des fois de faire des représentations auprès d'eux pour aller chercher justement ces entreprises-là qui, des fois, sont malheureusement soumises à disparaître. La transition est marquée par des luttes dans les tribunaux pour obtenir les extensions fiscales que la SPA n'avait pas droit à avant. Et finalement, les repreneurs réussissent à les avoir, ce qui pérennise la santé financière de l'entreprise, qui était finalement des services éducatifs pour les jeunes et qui permet ainsi d'offrir des services essentiels dans une région qui en avait bien besoin. Tout ça pour dire que je vous ai présenté 2 séquences en rafale, mais ce qu'on s'est rendu compte à l'analyse des nombreuses séquences qu'on a pu regarder, il y en avait 15 en tout, c'est qu'on a des types de reprises collectives. Certaines qui passent par la création d'une entreprise, d'autres par une entreprise d'économie sociale, d'autres qui sont par le biais d'une entreprise d'économie sociale existante. Parfois, le repreneur est interne, parfois il est externe, mais il peut aussi être mixte. Et en fait, quand on brasse toutes ces cartes-là, on voit que les formes juridiques suivantes, soit la coop de travail, l'OPNL, la coopérative de travailleurs actionnaires, la coopérative de travailleurs, coop de solidarité, se répartissent ainsi. Ce tableau est disponible sur le site reprenariatcollectif.ca et il serait un peu lourd à expliquer. Mais en fait, ce que ça nous a permis de voir, c'est quels facteurs nous dirigent un peu dans la logique, si on veut, de la boussole entrepreneuriale. On pourrait peut-être parler d'une boussole entrepreneuriale, quels statuts juridiques conviennent à quel type de reprise. Puis, on trouve ce tableau-là, en fait, très aiguillant pour permettre de prendre des décisions éclairées sur quel statut juridique est pertinent dans quel contexte. Ce qui m'amène au prochain point, parce que c'est beaucoup de résultats qualitatifs. On a des résultats quantitatifs très intéressants à vous présenter, notamment dans le cadre de ce portrait de la reprise collective au Québec. Un mandat réalisé pour le MEI à l'époque, excusez-moi, et qui consistait en gros à faire une synthèse des connaissances, incluant une revue de la littérature qui était réalisée par la satellite ici, une base de données qui a servi de base de sondage pour envoyer un questionnaire qu'on a appelé l'avis des repreneurs. Donc, très rapidement, comme je l'ai dit d'emblée, c'était à la fois des données publiques qu'on a pu repérer, mais aussi des cas qui nous ont été donnés par les partenaires de la recherche, qui ont été complétés par d'autres types d'informations publiques que vous voyez à l'écran. Ça a été réalisé de mai à septembre 2019 et ça nous a permis de repérer 243 cas de reprise collective impliquant 174 repreneurs collectifs. Donc, certains faisaient plus d'une reprise, c'est-à-dire 2,8% qui en ont acquis plus de 5, 11,4% entre 2 et 4, mais bon, la vaste majorité ont fait qu'une seule acquisition, soit 85,8% des entreprises collectives recensées. On est remonté jusqu'en 1979. Comme vous voyez, c'est quand même intéressant ce graphique-là parce qu'on voit qu'il y a une progression assez importante qui, bon, c'est pas farfelu non plus, ça suit un peu la courbe démographique du Québec, mais il y a une croissance et il y a un élan qui est intéressant pour l'économie sociale et la reprise collective actuellement, sur lequel il vaut la peine de tabler parce que c'est pas juste dans le temps, en fait, qu'on voit qu'il y a une effervescence, on la voit aussi dans toutes les régions du Québec. Cette carte qui est certes un peu petite à l'écran, mais qui disponible encore une fois sur le site. Du Grand Nord jusqu'à la métropole, jusqu'à la Gaspésie, en fait, on a pu trouver des cas dans toutes les régions. Et en fait, je serais malaisé de vous dire qu'elle est exhaustive. Il y en a certainement d'autres qu'on pourrait ajouter, repérer, mettre à jour aussi, puisqu'elle s'arrête en 2019, pour venir la bonifier. Mais c'était vraiment fascinant de voir que ce phénomène était présent dans toutes les régions, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. On en voit certains qui se démarquent, le commerce de détail, art et spectacle, loisirs, les autres services d'administration publique, qui sont des catégories, certes un peu fourre-tout, mais on en voit en fait dans tous les secteurs d'activité. Et on en voit aussi dans toutes les formes juridiques. 49% sont quand même réalisés par la communauté, ça faut le souligner. 26% pour les coop de solidarité, 23% pour les organismes les organismes sans but lucratif. Le reste étant partagé entre les 4 types de coopératives que vous connaissez. Une fois cette banque de données construite, nous avions aussi des données publiques pour rejoindre ces repreneurs. Alors, on s'est dit, mon Dieu, il faut absolument faire un sondage, comme nous l'a demandé d'ailleurs le MEI, parce que c'était des données très précieuses à exploiter. Et bon, rapidement, certains secteurs d'activité, les secteurs d'activité sont en gros, il y a pas eu de surreprésentation. Montréal est un peu surreprésenté. D'autres régions étaient un peu surreprésentées. Bref, on est toujours soumis aux aléas des sondages en ligne, mais ça nous donne quand même des données très intéressantes sur, par exemple, les raisons du rachat d'organisation.
On peut voir, évidemment, le maintien des activités socio-économiques locales, qui est, comme je le disais tout à l'heure dans les résultats qualitatifs, un résultat fort de nos projets antérieurs, mais aussi la croissance et la diversification des activités. Les gens veulent se développer, veulent développer leurs entreprises, et c'est ressorti assez fortement. Des organismes consultés pour la reprise, ça aussi c'est un truc, une fiche qu'on a dû escamoter parce que je vois le temps qui file, mais bref, beaucoup d'acteurs de l'économie sociale, évidemment la CDRQ, Réseau Coop, mais aussi des institutions bancaires, des fois des jardins, des fois des banques, bref, des acteurs régionaux, des MRC aussi, qui aiguillent les repreneurs vers finalement des services conseils de divers types pour les aider à réaliser la reprise collective. Comme vous voyez dans le graphique que je présente à l'écran actuellement, en fait, l'évaluation de la valeur, le montage financier et la recherche de financement cotent très fort. La recherche de financement est un enjeu majeur en reprise collective et en reprise, en fait, générale. Évidemment, le conseil à la gouvernance aussi qui est important. C'est pas anodin vu qu'on transforme le modèle de l'entreprise. Mais si un endroit où il y a de l'énergie à mettre, visiblement, c'est bel et bien dans le financement de ces reprises collectives-là. Malgré l'écosystème très bien développé au Québec en économie sociale, on voit qu'il y a quand même des limites de l'accompagnement. On parlait beaucoup tout à l'heure regardant le PowerPoint, puis en discutant hier dans une rencontre avec des acteurs de la reprise collective, certains sont d'ailleurs été à la rencontre hier, je crois, dans la salle, ici, mais qu'un cas est un modèle, en fait. Il n'y a pas une reprise qui se ressemble tant que ça, et en fait, on dit ce qu'on apprend sur le temps de parenthèse, si vous me permettez l'expression. Ils ont aussi l'impression de parfois pas se faire prendre au sérieux. Peut-être vu notre âge ou notre look encore, comme on sait le dire. Bref, il y a encore une certaine image associée à l'entrepreneur en économie sociale, mais il y a aussi chez les jeunes, chez certaines populations qui sont appelées à reprendre des entreprises, des stéréotypes, des mythes qui persistent et qui méritent d'être défaits. Bon, ça a été quand même réalisé comme projet dans le sillon de la grande réorganisation du réseau des CEDEC, des CLD, de tout l'écosystème d'accompagnement. Donc, c'était encore très perturbant en même temps. Et comme je le disais tout à l'heure, les repreneurs ont en fait beaucoup l'impression de devoir cogner à plusieurs portes avant de trouver finalement la bonne personne. C'est épuisant. Il faut de l'accompagnement spécialisé aussi. Je crois que l'écosystème s'est beaucoup ajusté au fil des ans, puis de plus en plus performant, mais il y a encore des efforts à faire, notamment pour ce qui est de l'accompagnement sectoriel, faire des maillages adéquats, parce que oui, il faut de l'accompagnement d'économie sociale, mais il en faut aussi dans le secteur d'activité où on reprend. Il y a beaucoup de méconnaissances, malheureusement, dès qu'on sort de l'écosystème d'économie sociale sur qu'est-ce que l'économie sociale chez les accompagnateurs, chez les gens, par exemple, dans les CLD, mais dans les MRC, dans les banques, dans les institutions financières. Et malheureusement, malgré tous les beaux efforts qui restent encore, que certains nous soulignaient, même plusieurs, qui avaient un manque de connaissances des ressources disponibles et pas suffisamment d'accompagnement. Il faut comprendre aussi que c'est à géométrie variable selon les régions. Montant total du rachat, comme vous pouvez voir, en fait, il y a des reprises de montants très, très importants, 18%, 1,5 million, mais quand on regarde bien, puis on additionne tout ça ensemble, sous la barre des 500 000 et même du 100 000 en fait, je calcule à l'unité, là, mais il me semble que c'est 75%, sont en bas de 60 000 si 70, quelque chose comme ça. Visiblement, j'ai pas la base des maths, mais bref, c'est la vaste majorité des entreprises qui sont en bas des reprises collectives qui sont en bas de 500 000 Il y a beaucoup d'énergie à mettre pour aider ces entrepreneurs-là. Et en fait, ça correspond bien au tissu économique et social des PME québécoises. Source de financement et montage financier, évidemment, personnel, des fonds personnels, des fonds de programme dédiés à l'économie sociale, mais des fonds généraux. Mais ce qui nous a surpris, c'est en fait des prêts bancaires. Il y a beaucoup de prêts bancaires. Il y a des subventions, il y a des produits dédiés à l'économie sociale. Il y a beaucoup de produits qui sont dédiés à tout type d'entreprise. Donc, beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là. Et si on veut faire une petite synthèse éclair de ce qu'on vient de vous présenter, mais c'est vraiment un pot-pourri, succès d'année des résultats que nous avons, ce qui en a plus que ça. Ce qu'on voit, c'est que les statuts les plus utilisés sont la coop de solidarité, l'OPM et la coop de travailleurs. C'est majoritairement des petites entreprises qui œuvrent dans le même secteur d'activité que les repreneurs, que l'entreprise soit créée, notamment quand elle est déjà existante.
Les entreprises à racheter sont identifiées grâce au cédant et au réseau des repreneurs. Les raisons sont le maintien sur garde d'emploi, mais aussi le développement, la croissance et la diversification. Je ne me tromperai pas, le montant des rachats, c'est bien 70% de moins de 500 000 $. Encore une fois, on s'est fait dire que le montage financier était l'étape la plus difficile et les prêts sont la source principale de financement. Les facteurs de réussite sont une communication fréquente et adéquate, en tout cas une bonne communication, devrais-je dire, avec le cédant et l'attitude du cédant. Et les freins sont la situation financière de l'entreprise rachetée, les pratiques de gestion mises en place que le plus difficile, voire même l'acquisition de l'entreprise. Je vous ai nommé en vrac quelques pistes d'action qui sont issues des recherches du CRC, soit la sensibilisation à la reprise collective, la bonification d'offres d'accompagnement, l'augmentation de la visibilité des offres de financement et de l'accès aux fonds, notamment et la révision des critères d'accessibilité, notamment de certains programmes qui est présenté dans les retombées à droite, le PAC, le programme d'accès à la reprise collective. Une campagne de communication sur la reprise collective qui a été portée par les partenaires et qui s'est un peu inspirée de ce que nous vous avons pas présenté, mais qui, je peux vous le résumer rapidement, est un portrait somme toute positif de la reprise collective tel que relayé par les médias québécois. Et en fait, une boîte à outils pour les accompagnateurs hébergée sur un site Internet que nous allons vous présenter à l'instant, juste avant de faire un petit aparté et de mentionner que c'était une des priorités nommées dans le PAGES 2020-2025, où certains résultats de la recherche qui vient de vous être présentés sont aussi résumés. Favoriser et améliorer la reprise collective au Québec, c'est un projet de transfert qui réunissait des partenaires suivants qui étaient financés par le ministère de l'Économie et qui visait à créer une boîte à outils basée sur nos résultats de recherche, mais aussi sur l'expertise des partenaires. Je vois que Tassadit me dit qu'il me reste 5 minutes, donc je vais aller encore plus vite si une telle chose est possible. C'est de créer des guides adaptés à la reprise collective et destinés aux accompagnateurs, faire des répertoires de ressources parce qu'il existe plein de choses. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de la méconnaissance, qu'on ne veut pas toujours réinventer le bouton à 4 trous. Peut-être que ça aiderait de les répertorier, de les diffuser, et évidemment l'outil de diffusion qui est le site web. La boîte à outils contient les répertoires suivants de ressources disponibles et accessibles, soit les accompagnements et conseils, les programmes d'accompagnement et de conseils qui sont répertoriés dans un tableau en ligne, finalement, dynamique. Les formations, des guides, les guides sur la reprise collective, il y en a des fois des guides qui sont dans des secteurs d'activité. Il y a un guide sur la reprise agricole, il y a des éléments importants et intéressants pour les repreneurs collectifs là-dessus. Des programmes et outils financiers, économie sociale, reprise collective et générique. La liste des médias des journalistes ayant déjà écrit sur la reprise collective pour faire plus de sensibilisation et de communication et des outils de sensibilisation et de communication qui sont aussi répertoriés. On a, en collaboration avec des experts de la CDRQ, proposé et co-rédigé avec eux des processus de reprise collective, donc celui dans le cadre de nos PNL. Je ne vous le présenterai pas vu que le temps file, mais on en a fait aussi pour les coopératives. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il n'y a pas de différenciation majeure entre les OBNL et les coopératives lorsqu'on regarde le processus. Évidemment, les CTA sont distincts parce que c'est des reprises partielles et non des reprises complètes. Un élément fort, je dirais, de ça a été réalisé en partenariat avec le risque. C'est un guide, finalement, destiné aux accompagnateurs et aux experts qui explique le financement de projets de reprise collective d'entreprise, de la différenciation entre les parts et les obligations, comment réaliser le montage financier, des exemples, pour permettre aux accompagnateurs d'être mieux outillés lorsqu'ils vont accompagner les repreneurs dans cette phase cruciale. Et enfin, les guides accompagnateurs qui, par ailleurs, aussi présentent des processus en long et en large, sont disponibles sous l'onglet accompagnateur, évidemment, de la boîte à outils de la reprise collective que vous pourrez trouver en allant tout au bas du site reprenariatcollectif.ca. Encore une fois, c'est le but. Le but étant mieux outiller les accompagnateurs de la reprise collective pour éviter les embûches et mieux aider les repreneurs. Sur ce, j'ai assez parlé, je repasse la parole à Tassadit. Donc, il me reste 2 minutes. Entre-temps, ce qui est intéressant, c'est les projets, les résultats qu'on vient de vous présenter pour discussion, mais juste pour compléter, boucler la boucle, le processus est toujours en cours. Donc, nous avons trouvé, tout en faisant ces 5 projets précédents, qu'il reste encore des choses à faire,
des choses à explorer, que les dimensions de cette reprise collective sont multiples. Donc, nous avons 3-4 projets en cours, dont même un programme de recherche que je vais vous présenter très rapidement. Donc, nous avons un projet avec Réseau Coop, justement pour explorer, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, quelles sont les solutions innovantes, les pratiques qui sont adaptées au cas de reprise ou de coopératives de travailleurs actionnaires, comment réussir le processus de transfert dans ce cas. Et c'est un projet évidemment partenarial avec le CETEC, la CDRQ, puis évidemment Réseau Coop. Nous avons aussi un projet oui, on travaille tous les projets précédents du point de vue de repreneur, mais là, on s'est dit, le bassin des cédants s'est élargi, il y a la méconnaissance. Donc, comment faire connaître aussi cette forme de reprise dans le bassin de cédants? Alors, nous avons développé et déposé en automne 22 un projet en partenariat avec le chantier de l'économie sociale, la CDRQ, le Réseau Coop, etc., le CQCM, pardon, le CETEC, pour comprendre évidemment et faire connaître la reprise du point de vue de ces bancs. L'autre projet qu'on a déposé très récemment au ministère d'économie et d'innovation et d'énergie, c'est qu'on a exploré avec notre partenaire qui est le CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture, parce que nous avons déjà des projets avec ce centre. On est en train d'accompagner la mise en place d'un réseau d'incubateurs d'entreprises agricoles au Québec. Donc, en se concertant, on s'est dit que il y a de la matière, il y a des besoins. Comment accompagner particulièrement la reprise dans le secteur agricole. Nous avons beaucoup de partenaires qui ont appuyé ce projet. Le chantier de l'économie sociale, CQCM, CDRQ, Réseau Coop, nos partenaires fidèles, la Fédération de la relève agricole, la coordination service conseil et le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Peut-être une minute à cette. Une minute, oui. Nous avons un gros projet en lien avec, pour développer ce champ de reprise collective. C'est un gros projet qui a été financé par le fédéral, d'1,5 million pour explorer davantage la reprise des PME en forme sociale et collective comme vecteur de la transition socio-écologique. Donc ça, on est en train de mettre en place un portefeuille de projets qu'on va proposer pour nos partenaires parce que c'est des fonds qui sont là puis qu'on va les mettre pour développer davantage ce champ de recherche. Nous avons pour finir, donc je ne pourrais pas vous les présenter, des questions de réflexion. Donc les 3 premières qui vont rester ici sur le tableau, c'est des questions qu'on se pose, donc des projets qu'on va déposer récemment. Mais les 3 dernières questions, c'est des questions qu'on pose à vous pour nous proposer des pistes. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Est-ce que c'est possible d'intégrer ces nouvelles connaissances sur la reprise collective dans le milieu universitaire? Comment, etc. S'il y a d'autres places de transfert de ces résultats de recherche, quels sont ces lieux, puis pour qui? Voilà, donc je laisse les questions sur le tableau, puis on vous laisse maintenant, on vous donne la parole, on s'excuse pour le retard, on va répondre à vos questions concernant les résultats, puis à vos propositions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux. Quel programme de recherche bien aligné
avec beaucoup de cohérence et en même temps, on se rend bien compte que plus on fait de la recherche, plus on cherche à répondre à des questions, puis il y a des questions qui se posent. Et donc, allons-y, posons nos questions. Vous pouvez les poser dans le chat, voilà, ou encore lever la main et il nous fera plaisir de vous donner la parole. Alors, au chantier, est-ce que Charles ou je ne sais trop qui a une question? Oui, bonjour. Merci pour la présentation, ça a très bien fait. J'ai des collègues qui étaient là avec moi, puis c'est toujours un excellent résumé de tout ce que vous faites dans la reprise collective. Là. Merci encore pour tout ça. Ça ne vous surprendra pas trop de moi. Le dernier projet de recherche, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails? Parce que c'est comme la première fois que j'en entends parler, je crois. Il parle bien de celui PME. Je vais revenir à une fiche à l'arrière, ça va nous aider un peu. Oui. Je pense qu'on a plus. Moi, je ne vois pas l'écran. Est-ce que vous le voyez, Ah vous, oui? l'écran? Ah ouais. Oui, OK. Bon, ben, il est c'est parti. OK. Moi, c'est un correct. petit partage encore, mais je vais refaire le C'est bon. partage. Non, mais je pense que c'est moi qui ai un petit souci. On le voyait, il était bien partagé, Vous le effectivement. voyez? Ouais, je l'ai Tu fait. peux, Ouais, si tu... voilà. Ça devrait fonctionner. C'est parfait. Oui, je vais expliquer. Donc, est-ce que c'était Le dernier, oui. le dernier ou bien le projet de recherche partenariale avec CETEX et CDRQ? Non. Oui, C'est vraiment le dernier, celui en gras, qui dit à déterminer avec les partenaires. Vas-y. OK, Charles, parce que je vais passer très rapidement. Nous avons obtenu très récemment, donc on a eu la réponse en juillet d'une grosse demande de financement que nous avions déposé, d'un gros projet que nous avions déposé au CRSH. Donc, entre tous les projets, parce que c'est un programme de recherche sur la transition socio-écologique, donc pour les deux axes. Donc, pour notre axe innovation, entrepreneuriat et société, nous avons mis l'une des thématiques d'un portefeuille de recherche, c'est parce que ces fonds nous permettent d'explorer davantage, de développer davantage de projets sans y aller faire des demandes de financement. Donc, ça permet de faire financer des thématiques ou des projets de recherche, des enjeux de recherche qu'on a explorés avec nos partenaires. Donc, nous avons une thématique sur comment finalement la reprise collective ou la reprise sociale des PME pourrait être un vecteur de transition socio-écologique. Pourquoi? Parce que dans notre problématique de recherche que nous avons déposée, nous considérons que le changement de modèle d'affaires des PME, ça pourrait être un vecteur pour la transition socio-écologique. Donc, ce n'est pas juste par la voie d'entrepreneuriat, mais aussi par la voie de reprenariat. Donc, on va solliciter nos partenaires pour développer ensemble des petits projets qui vont être financés par ce fonds d'1,5 million, je le répète. Juste pour compléter ce que tu as dit, Charles, et répondre à ta question, en fait, il est partagé entre les 7 thématiques, 4 dans le track sur la participation citoyenne, 3 dans l'axe entrepreneuriat et société. C'est un financement qu'on dit levier. En fait, il peut permettre de faire des petits projets d'expérimentation ou de servir pour obtenir des leviers, soit aller chercher d'autres demandes de subventions, des offres de services, des mandats pour développer, pousser plus loin des créneaux dans lesquels on est déjà avancé. Donc, ça permet aux partenaires d'avoir moins à payer, puis de faire des plus gros projets ou encore de développer des petites choses sur le côté. On pourra s'en reparler évidemment stratégiquement entre nos organisations, comment on peut le mobiliser pour le rendre le plus efficace possible. Mais ce n'est pas que sur la reprise sociale des PME, au moins 5 millions, je serais tellement heureux. Mais malheureusement, ce ne sera pas ça. Non, c'est pas grave. Merci. On avait Frédéric Léveillé-Guillemette. Peut-être vous pouvez vous présenter aussi, une fois partie. Oui, bonjour, Frédéric Léveillé. Je suis un des cofondateurs de Halte Coop. Donc, on est la première coopérative de génie au Québec. Je travaille présentement là, sur un projet de consortium avec Pivot Architecture, la première coop d'architecture au Québec.
Donc, l'idée, là, c'est d'offrir des services intégrés là, dans le domaine de la construction. On avait un entrepreneur général aussi issu du modèle coop qui était avec nous puis qui a fait faillite. Je parle de ça parce qu'on a un financement pour ça du MEI dans le but d'avoir plus d'entreprises d'économie sociale. Donc, tu sais, j'oriente un peu la question vers mon secteur de l'activité là, dans la construction parce que là, on a parlé, là, j'ai cerné le secteur agricole dans votre présentation, j'en ai pas cerné d'autres tant que ça. Puis agricole, tu sais, c'est quand même, c'est ancré dans l'histoire aussi là, de l'agriculture au Québec, là, la mutualisation, la mise en commun. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait du point de vue du secteur de la construction? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Tu sais, nous, on commence à regarder avec les partenaires, on va être en discussion avec le CETEC, avec le réseau des ingénieurs, parce qu'on a un plus grand véhicule là, avec une plus grande portée là, pour parler du modèle coop dans notre domaine d'affaires, mais il y a une réalité terrain qui vient que les projets nécessitent une meilleure coordination, une meilleure collaboration. Puis oui, il y a la transition socio-écologique, mais nous, on pense aussi que c'est une clé de succès juste des projets de base en construction. Là. Donc, est-ce qu'il y a moyen de travailler ensemble sur aller chercher un plus grand impact? Puis je donne une question très concrète. Là. Serait-il possible d'avoir une carte là, des entreprises de génie conseil, d'architecture, des entrepreneurs généraux qui, justement, on le sait statistiquement, ils sont sur le bord de rachat, là, mais là, quand on parlait de la veille active, là, puis des perles rares, là, j'aimerais savoir cette vision-là de c'est quoi les entreprises qui seraient prêtes à racheter ou qui seraient prêtes à collaborer à ce genre de projet-là au Québec. Pour l'instant, nous autres, on avance à l'aveugle avec nos convictions puis nos valeurs, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de choses avec lesquelles vous pourriez aider ou qu'il y aurait moyen d'aller chercher cette information-là avec soit vous ou d'autres partenaires. C'est une très longue question, je m'excuse. Là. Une bonne mise en contexte, là, vous pouvez prendre juste un élément de la question pour y répondre si vous voulez. Là. Je parle vite, je peux essayer de répondre à tout d'un seul coup, mais bon, l'enjeu du secteur d'activité, puis je laisserai peut-être plus Sadid prendre le bâton là-dessus, mais en fait, dans des professions dites libérales ou le milieu de l'agriculture a des enjeux, en fait, c'est que c'est très normé. Donc, tu gères des relations avec plusieurs ministères, plusieurs cadres légaux au-delà des formes juridiques, la PAC notamment, puis il y a des freins finalement qui sont propres à ce secteur d'activité-là. J'imagine, je ne me suis pas penché sur la question, mais que ça peut être le cas notamment pour ce qui est des entrepreneurs en construction. Il y en avait un qu'on avait suivi qui était une coop de rénovation de mémoire dans le Bas-Saint-Laurent. Puis bref, il y avait des enjeux notamment avec la Régie du bâtiment du Québec, etc. Il y a des embûches qui sont propres au secteur d'activité. Il y a des embûches aussi qui sont propres au mode de fonctionnement de ces secteurs d'activité-là. Oui, ça prend beaucoup de coordination, mais dans certains secteurs d'activité, c'est plus des travailleurs autonomes ou du monde qui ont l'habitude de moins travailler en équipe ou d'être. Puis comment tu fais pour les fédérer autour d'un projet? Pour ce qui est du deuxième volet de la question, ce serait comment faire pour les repérer, comment faire pour trouver. En fait, là, il y a un enjeu qui est toujours d'actualité pour les reprises, c'est qu'en fait, on le voit notamment dans le milieu privé, c'est que les reprises faciles, disons, elles passent sous le radar. C'est l'entrepreneur qui va le passer à son gestionnaire, à ses employés. Puis en fait, personne ne va trop savoir que ça s'est passé dans ce secteur-là, dans cette entreprise-là. Celle qu'on voit émerger, évidemment, c'est celle pour lesquelles il y a de la difficulté pour toutes sortes de raisons à trouver un repreneur et qui vont, par exemple, s'inscrire au registre du CETEC. Ce qui est peut-être intéressant, et là où je peux apporter un élément de réponse, c'est dans le projet que nous portons, qui est sur les cédants, pour avoir eu accès aux données. On voit qu'il y a des entreprises dans tous les secteurs d'activité et j'imagine, là, j'ai pas la réponse, mais qu'il y en a dans les firmes de génie conseil, dans toutes sortes de milieux, notamment ceux qui vous intéressent. Et les résultats, on va essayer, ça va dépendre du nombre de répondants et plein d'enjeux méthodologiques, mais on va essayer de tirer des résultats qui pourraient peut-être vous aiguiller. Évidemment, les données sont confidentielles. Je ne pourrais pas vous dire quelle entreprise est disponible, allez leur parler, mais ça va peut-être pouvoir vous aiguiller un peu sur les possibilités d'aller finalement de l'avant avec ce type de projet-là. Mais je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, je retiens votre nom, on pourra s'en parler. Est-ce que tu veux compléter sur... Non, ça va, c'est ça, c'est ma réponse. Donc, c'est les résultats qu'on attend qui va donner les réponses qu'on va partager avec vous, certainement. Merci pour la question. Merci. Marie-Claire. Oui, j'arrive pas à mettre ma petite main. Bonjour à tous. Merci Olivier, merci Tassadid. Suite à la dernière question, je me pose la question, comment faire mouvement? Est-ce que dans la problématisation, cette question-là, elle existe quelque part? Comment faire mouvement
à l'échelle d'un secteur? Et est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que je ne pense pas que ça existe actuellement, des appuis financiers pour un acteur ou un groupe d'acteurs qui n'est pas un intervenant de l'écosystème, qui n'est pas un accompagnateur, mais qui est bien quelqu'un du milieu, comme par exemple Guillaume, ce dont tu nous parles? Est-ce qu'il pourrait y avoir des mises à disposition d'argent, d'une certaine somme, pour que une personne d'un milieu, d'un secteur qui a une vision par rapport au reprenariat collectif et qui souhaite faire mouvement, que mouvement émerge et qu'une construction se fasse, eh bien qu'il puisse avoir des moyens. Mon deuxième point, c'est est-ce qu'il y a des lieux d'échange, soit des lieux d'échange destinés aux cédants, soit des lieux d'échange destinés aux repreneurs. Je vois là qu'il y a des recherches qui se font sur le transfert de position, pas le transfert, mais l'évolution de la position. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est justement les acteurs individuels concernés là, qui sont interpellés. Mais est-ce qu'il y a aussi ces questions-là qui pourraient être posées? Mais sinon, bravo. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un rôle extraordinaire du CRC dans tout le processus de consolidation et de développement de l'écosystème. Et il y a surtout une approche partenariale et on voit que les partenaires sont là et on voit que les financiers également sont là. Donc, bravo. Moi, je suis épatée, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Comment faire mouvement? Je vais commencer le mouvement, mais voilà, les questions de Marie-Claire sont toujours aussi puissantes et pertinentes, donc réfléchir 2 secondes avant de dire des bêtises. Mais blague à part, faire mouvement, oui, là j'y vais de mémoire, là, puis des fois elle me joue des tours, mais il y a des programmes, notamment du CETEC. En fait, le premier qui m'est venu à l'esprit, en fait, c'est ceux de la Fondation M. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait du mentorat, en fait, qu'il y ait des codes à la fois de cédants, mais aussi de repreneurs et de personnes qui pourraient aider des gens comme par exemple Frédéric à tirer des leçons dans des secteurs d'activité soit similaires ou soit connexes pour leur transférer finalement leur savoir expérientiel qui est extrêmement précieux. Parce que c'est quand même là-dessus qu'on a bâti nos résultats de recherche. D'une part. D'autre part, le deuxième point qui me vient en tête, c'est que l'écosystème d'accompagnement de l'économie sociale, et je pense notamment à une rencontre qui était aussi passée sur la reprise collective agricole, où des cas étaient présentés avec des repreneurs, certains intéressés, d'autres qui avaient déjà réalisé la reprise et qui étaient animés par, pour ne pas les nommer, le CQCM, le risque, pas le risque, excusez-moi, le CQCM, Réseau Coop et la CDRQ. Et c'était vraiment fécond parce qu'on voyait qu'il y avait de l'échange de repreneurs en devenir à repreneurs adhérés. Puis, il y a déjà des mécanismes qui existent. Mais quand est-ce qu'il y a du financement pour ça, je ne saurais te répondre. Je crois que ce serait plus la CDRQ et Réseau Coop qui pourrait, et le CQCM qui pourrait expliquer la mécanique derrière. Mais je pense qu'il en manque et qu'il y aurait besoin, en tout cas, certainement, besoin d'en avoir plus. C'est un besoin qui nous a été nommé. Et du coup aussi, c'est un point à explorer pour faire un projet. Je complète juste, merci Madame Malo pour votre question. Par rapport à l'appui financier, effectivement, les résultats du portrait de la reprise collective au Québec montrent que du point de vue de soutien financier, il y a quand même un manque un manque de soutien parce qu'on trouve que, je pense, c'est ma mémoire est bonne, 68% des repreneurs ont dit qu'en quoi leur financement était des prêts classiques. Ça nous a étonné le résultat. Une partie des fonds propres, mais le montage financier
le financement solidaire, c'est-à-dire le réseau de la finance solidaire qu'on a au Québec, il a été, à notre surprise, méconnu par les repreneurs. Donc, le pourcentage était pas important par rapport aux autres modes de financement. Donc, là aussi, il y a du travail à faire pour soutenir cette forme de reprise. Par rapport à votre deuxième question qui est les lieux d'échange pour les cédants et pour les repreneurs, ça aussi c'est un bon point. Nous l'avons, d'ailleurs, la communauté de pratique, ou comment on l'appelait, le réseau apprenant, dans le projet sur la reprise collective dans le domaine de l'agriculture qu'on a déposé pour le ministère d'économie, c'était le noyau, c'était comment développer un réseau qu'on a appelé, au lieu de l'appeler, de le nommer communauté de pratique, parce que on préfère un réseau apprenant parce que ça implique plus l'implication des acteurs. C'est là qu'on envisage mettre en place. C'est un lieu où est-ce qu'il y aura de la concertation entre les cédants, les repreneurs et les accompagnateurs pour mieux faire connaître et trouver des nouvelles pratiques à la reprise dans le secteur agricole. Mais c'est juste pour l'instant dans le secteur agricole, espérant qu'on va obtenir ce projet pour le réaliser. Alors voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Juste avant de céder la question à Frédéric, dans le chat, on nous demande si le PowerPoint pourrait être disponible au-delà de l'enregistrement. Donc, voilà, merci. Frédéric, peut-être je me permets aussi une petite question. Bon, en tout cas, je me sens un peu interpellée par vos questions au sujet qu'est-ce que le monde universitaire pourrait faire. Je n'ai pas d'idée précise, mais en tout cas, je me dis qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat dans nos institutions. Est-ce qu'on parle autant de reprenariat? Je ne suis pas certaine. Et pourtant, des enjeux peuvent être assez similaires aussi. De reprenariat, on parle de reprenariat familial. En tout cas, à HEC, il y a vraiment un pôle en entrepreneuriat, reprenariat. Je ne sais pas si vous avez des liens, mais en tout cas, il y a certainement de quoi faire là. Il y a des incubateurs et tout. C'est très difficile de faire passer l'économie sociale, mais je trouve que vos résultats sont tellement probants et intéressants qu'il y a là de quoi comment dire, influencer pour adapter ces programmes de reprenariat et d'incubation et les proposer aussi dans des cours. D'ailleurs, vous devriez venir donner des cours à HEC. Mais plus fondamentalement, je me posais la question, est-ce que vous voyez à travers vos travaux, on parle d'enjeux de financement, est-ce que vous voyez émerger, comme on le voit en entrepreneuriat social, des modèles juridiques un peu hybrides pour répondre à ces enjeux on parle d'OBNL, de coopératives, etc. Mais est-ce que vous voyez un peu du bricolage juridique pour répondre à ces enjeux des besoins, disons, du cédant ou de la cédante et aussi des enjeux de financement? Je me permets de répondre rapidement. D'une part, je présume que j'ai le droit de le dire, nous étions en discussion avec Famille en Affaires sur la reprise hier. OK. Donc, le pôle d'HEC. OK. Donc, voilà, c'était notre première conversation, donc on est au premier balbutiement de cette possible collaboration. Pour ce qui est de deuxième élément de la question qui est très, très, très pertinent et que j'oublie en même temps que j'y réfléchis, c'est magnifique. Je pense que j'ai faim. Des modèles juridiques oui. Ah oui, tout est possible. Complémentaires, hybrides. Tout est possible, on a tout vu. En fait, je donne un exemple, parce qu'en fait, dans les 15 séquences, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'arriverait jamais à saturer tant que ça. Il y a des reprises en série. Tu peux garder la société par action en vie pendant un certain temps et la conserver comme filiale de l'entreprise pour éventuellement la racheter au complet. Ça veut dire par le biais de CDA, mais dans le cas de nos PNL, ce sera évidemment pas de CDA.
Ça peut être deux entreprises qui rachètent en même temps. Ça peut être une coopérative de travail avec la coopérative de citoyenneté. En fait, dans le tableau, honnêtement, le tableau, je vous ai présenté très succinctement. Toutes les combinaisons sont possibles et même lui est un peu réducteur par rapport à la réalité. C'est toutes les critiques qui nous ont été faites par un des partenaires, chez Réseau Coop, c'est-à-dire qu'il regardait le processus, puis il est comme en fait, à chaque fois que je commence à accompagner un nouveau cas, je vois qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de faire du bricolage juridique qui peut être inquiétant du point de vue de l'économie sociale. Parce qu'on dit, mon Dieu, est-ce qu'ils sont pas en train de transgresser les règles? Mais en fait, ce qu'on voyait, c'est plus souvent qu'autrement, c'était que les repreneurs faisaient preuve de beaucoup de créativité pour soit sauver des entreprises en difficulté, soit, je peux prendre l'exemple des coopératives funéraires, mais bon, on entend tellement souvent que, mais pour couper le pied, l'herbe sur le pied, couper l'herbe sur le pied aux multinationales américaines qui venaient avec leurs grands sabots acheter plein d'entreprises familiales funéraires dans les régions et en fait de faire des services assez catastrophiques par la suite. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de bricolage qui doit être fait pour notamment la fiscalité. Et ce qu'on pressent, c'est qu'on va le voir peut-être même encore plus dans le domaine agricole parce qu'il y a des enjeux fiscaux énormes, notamment en vertu des montants de rachat qui sont gargantuesques. En fait, la terre étant si dispendieuse. Merci. Frédéric a levé la main d'abord. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais ça que, et dans la question et dans les réponses, on puisse permettre à Salimata aussi de poser sa question. Donc, 2 questions, 2 réponses. Ben, moi, je suis prêt à laisser ma place à Salimata en premier. Là. Si on n'aura pas le temps de répondre à la mienne, j'ai déjà parlé, là, j'y reviendrai. D'accord. Salimata. Avec le micro de préférence. Oui, merci, désolée. Bon, bonjour, moi c'est Salimata, je suis étudiante ici à l'UQAM et donc je travaille avec l'équipe du CRC sur la question du changement de posture donc dans le repreneuriat. Je voulais juste vraiment rebondir un peu sur ce que Martine a dit parce que je m'apprêtais effectivement à, à avancer au fait donc des idées en ce qui concerne l'intégration des connaissances dans le milieu universitaire. Donc c'est drôle parce que on va dire le 30 novembre dernier, se tenait on va dire l'anniversaire des 20 ans du Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM. Puis on avait donc, on va dire, une station qui parlait du repreneuriat. Et puis je me suis portée volontaire pour parler du repreneuriat collectif. Et vraiment, comme vous le dites, effectivement, comment intégrer ces connaissances dans le milieu universitaire et en parler. Ben, dans la station, en fait, c'était vraiment, on parlait de repreneuriat, mais il y avait, au fait, des illustrations de repreneurs ou de professeurs qui étaient en repreneuriat familial. Puis quand je parlais au fait du repreneuriat collectif, c'était vraiment quelque chose qui était méconnu, puis qui avait quand même alerté ou interpellé certains entrepreneurs qui étaient intéressés, qui essaient de comprendre en fait qu'est-ce que c'était, puis qui se demandaient comment est-ce qu'elles pouvaient, par exemple, racheter des compagnies. Est-ce qu'il y avait une liste au fait donc d'entreprises à céder? Parce que c'était des choses qu'elles ne connaissaient pas. Donc, je me dis que ben, finalement, pour l'intégration, oui, c'est quelque chose de possible, hein, parce qu'on a des professeurs aussi ici, donc Valérie, Sonia, qui sont en entrepreneuriat, en économie sociale. Puis, ce serait vraiment intégrer, faire une petite lucarne au fait pour le repreneuriat collectif dans ces cours-là, puis vraiment en parler aux étudiants et puis ben, réfléchir en tout cas à d'autres méthodes ou d'autres moyens, donc de mieux faire connaître cette option qui est pertinente. Donc, c'est vraiment juste un petit ajout de ce sens-là. Merci, Merci. Salimata. Frédéric. Oui, ben effectivement, tu sais, on était sur ce point-là là, dans les universités, le HEC. Ben, je pense qu'il faut cibler les universités qui ont des programmes en gestion, l'autre des étudiants qui sont déjà formés dans d'autres compétences, d'autres disciplines, puis vont chercher des compétences supplémentaires pour soit lancer leur entreprise ou amener leur entreprise ailleurs. Donc, il faut que ça aille également dans les cours de base. Il faut que ce soit présenté à ces moments-là. Fait que, c'est le fun d'avoir un. Je sais qu'il y a une vertu de HEC là, de présenter l'économie sociale et le modèle coop dès les cours de base. Ça peut être un modèle qui peut être répliqué à d'autres. Puis sinon, ben, au-delà de ça, ben, il y a toutes les disciplines par secteur qui ont également des cours là, de gestion d'entreprise. À l'ETS, par exemple, on a un cours d'entrepreneuriat. C'est sûr qu'ils ne parlent pas d'entrepreneuriat collectif et d'entrepreneuriat social là-dedans, mais c'est une piste pareille. Là, donc, rapidement là-dessus.
Sinon, il y avait la question très pertinente avec laquelle je me gratte beaucoup le coco ces temps-ci, là, de comment mobiliser un secteur. Puis j'ai peut-être certaines pistes de réflexion que je dirais là, pour alimenter, un peu basé sur ce que la Société des infrastructures du Québec est en train de faire en ce moment là, dans la numérisation des entreprises dans le domaine de la construction. Donc, eux, ils ont été les pionniers, puis là, ils sont assemblés avec d'autres gros donneurs d'ouvrages. Puis ce qu'on appelle en construction le BIM, c'est le Building Information Modeling, c'est faire ton modèle numérique, là, c'est une façon rapide de construire. Les changements tardent à se faire dans l'industrie, puis eux, ils sont associés avec des gros donneurs d'ouvrages pour mettre ça comme une exigence. Et puis augmenter tout le temps la part de projet qui va être donnée avec cette exigence-là. De la même façon, on pourrait penser à une exigence en termes d'économie sociale. On pourrait commencer avec une petite exigence que c'est de donner uniquement des gros donneurs d'ouvrages qui donnent des contrats uniquement à des entreprises d'économie sociale qui pourraient venir en grandissant. Puis là, tu as un avantage clair de te lancer en affaires en économie sociale. Fait que tu étais peut-être déjà en train de te lancer en affaires. Puis là, tu vois que tu as un marché qu'il n'y a pas beaucoup de compétition parce que nous, on est 2 firmes de génie conseil au Québec, là, puis 2 firmes de coop d'architecture. Fait que, c'est pour rappeler aussi le changement au niveau de la société. Là. Puis il semblait qu'il y a des interlocuteurs à qui j'ai parlé qui semblaient dire que c'est une façon de mousser énormément là, la vitalité, la croissance, la place que va prendre l'économie sociale dans la société. Là. Fait de jouer sur les deux côtés, là, par le haut également. Là. Moi, je suis habitué de jouer dans ma cour avec mes collègues, mes professionnels, mais là, avec le projet qu'on a, ben là, on est en dialogue avec le haut également, puis ça amène ces réflexions-là de comme, ben, on pourrait faire ça. Ça te donne une visibilité quand tu as un appel d'offres, puis tu ne peux pas appliquer dessus parce que tu n'as pas de l'économie sociale, tu vas te poser la question, c'est quoi l'économie sociale? Je ne prendrai pas plus de temps de parole là-dessus. Là. C'était tout. Merci Frédéric. Avant de passer la parole à Valérie rapidement, ben, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a dans ce type d'enjeu-là ou d'action-là, il y a beaucoup de spécificités sectorielles. Et donc, il y a une pertinence aussi à entreprendre des travaux de recherche, développement, etc., au niveau sectoriel également. Valérie, tu seras notre dernière intervenante. Ben merci pour la présentation. C'était vraiment chouette de vous entendre présenter tout ça. J'en ai des échos par Salimata, là, mais bravo pour ces initiatives-là vraiment porteuses. J'ai plein d'idées qui ont émergé, là, fait que je vais y aller un petit peu en vrac. Sur les secteurs, je pense que peut-être des interlocuteurs intéressants pour cibler seraient les comités sectoriels de main-d'œuvre. Parce que à travers les comités sectoriels de main-d'œuvre, on peut toucher des travailleurs, justement, mais il y a aussi, comme ils sont paritaires, ben, tu as les employeurs et donc tout l'enjeu de la relève est très, très préoccupant pour plusieurs des CSMO là, à travers le Québec, puis il y en a beaucoup. Donc, je pense que ça pourrait être une piste intéressante pour aller travailler des secteurs particuliers. Puis pour réussir, là, je vais faire de l'écho à Marie-Claire, à faire mouvement, là, parce que vous l'avez bien nommé, l'enjeu de la relève. La reprise, les reprises faciles, ben, elles passent un peu sous le radar. Fait qu'il faut que les entrepreneurs, les communautés, que les groupes, les entreprises d'économie sociale soient positionnés directement sur le pipeline pour pouvoir court-circuiter et avoir accès à ces reprises-là qui sont peut-être moins difficiles que d'autres pour lesquelles, là, tout d'un coup, on est ouvert à peu près tout le monde. Fait que ça, je pense que c'est un élément super important. Puis je pense qu'un élément, on est beaucoup sur l'aspect financier, puis les montages, les aspects un peu plus techniques, mais je pense qu'il ne faut pas négliger dans les pistes là, les questions humaines. Tu sais, une coopérative, apprendre à être entrepreneur, tout le changement de posture. Bon, la thèse de Salimata va le documenter pour les travailleurs. Mais je pense qu'au-delà de ça, tu sais, des coopératives de consommateurs, tout d'un coup, puis que les gens, ben, ils vont faire l'épicerie. Moi, je viens de la Pocatière, là, la coop, elle ferme. Puis les gens ben, qui vont continuer à aller magasiner au gré des spéciaux en se rendant pas compte que finalement, leur coop, c'est leur entreprise. Là. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire pour changer notre façon de travailler, de consommer selon le type d'organisation. Peut-être une piste aussi pour pouvoir créer mouvement. Je sais que du côté agricole, moi, des gens m'en ont parlé, puis ça résonne beaucoup avec le discours de l'entrepreneur héros, mâle, hétéro, super-héros. De plus en plus de gens envisagent l'entrepreneuriat, mais ils ne veulent pas le faire seuls.
dans le milieu de l'agriculture, c'est vraiment un élément super important, la détresse des agriculteurs qui n'ont jamais de pause. Donc, je l'ai vu, moi, à un autre niveau, la direction générale, que dans des cas de relève, personne ne veut la prendre seule, mais qu'on va commencer à entreprendre des co-directions. Fait que je pense que de développer aussi le volet du partage des risques, des responsabilités, de la solidarité, je pense que ça peut être une piste intéressante aussi pour pouvoir promouvoir puis créer ce mouvement-là qui est super important là, dans le contexte démographique actuel. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un peu réagir à ça? Il nous resterait peut-être une petite minute. Je voulais juste rebondir sur l'intégration de ces connaissances dans le milieu universitaire pour les propositions de Frédéric. L'idée, en fait, d'organiser ce séminaire est venue de là parce que en hiver passé, j'avais enseigné le cours que Valérie a développé avec ses collègues Gérer, entreprendre autrement de l'UQAM. Donc, ma discussion avec Sonia Tello, je lui ai proposé, mais je viens de commencer à travailler comme chercheur au CRC. Je découvre malgré que j'avais participé avec des mandats externes sur la revue de littérature, l'analyse sectorielle, etc. Mais il y a beaucoup de potentiel de réalisation. J'avais proposé à Sonia d'intégrer dans le cours, dans un de nos cours, qui est comment démarrer une entreprise d'économie sociale. J'avais dit à Sonia, pourquoi pas, je ne vais pas parler un peu de la reprise collective, de la présenter comme une voie finalement d'entreprendre en économie sociale. Donc, quand j'ai parlé à Sonia, elle a dit, ah oui, c'est une bonne idée qu'on organise au niveau de notre axe, donc un séminaire sur cette question. Donc, voilà, je pense qu'il y a de l'écoute, puis je pense on va partager plus nos résultats actuels, futurs, puis on envisage d'autres projets, le processus continue et on va travailler dans ce sens. Puis merci Valérie et merci tout le monde pour les propositions pertinentes qui ont été proposées. Alors, voilà. J'appuie le CSMO, j'y ai pensé, j'ai juste pas trouvé mon secteur dans ceux-là. Peut-être que la construction est gérée par d'autres entités un petit peu moins proches de ces comités-là, mais effectivement, là, pour les autres secteurs, c'est d'excellents organes de coordination là, pour faire amener un changement. Là. Ben, merci à tout le monde. C'est vrai, merci à Sonia aussi, qui était celle qui a initié en fait ce séminaire-ci. Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Et donc, merci Olivier Tassadit de ce travail fait. Et merci de poursuivre parce qu'on voit avec votre programme de recherche que ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Mais en tout cas, vous avez permis de voir aussi peut-être plus clair sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et donc, de nous amener aussi les acteurs qui sont présents et les acteurs universitaires à prendre le bâton avec vous. Et donc, merci à vous deux et à vos collaborateurs. Merci au public aussi. Et donc, je vous invite aussi à consulter le site du CRISE, le site Internet ou les réseaux sociaux pour voir la programmation à venir de séminaires. Cela dit, il y en a un le 7 décembre à venir, donc qui porte sur santé mentale et violence sexiste, ce que les femmes ont à dire. Et peut-être une petite annonce aussi, il y aura un séminaire Interax le 7 février sur des questions de nouveaux modes de régulation des coopératives, etc., avec Nadine Richer-Bertesti. Justine, aide-moi, je ne l'ai pas devant moi. Voilà, marche. La marche. Moi-même, et ce sera discuté par Benoît Lévesque. Par Benoît Lévesque. Donc, mais tout ça apparaîtra sous peu sur le site du CRISE. Et donc, on vous retrouve au prochain séminaire. C'est là qu'on se dira bonnes vacances. Pour le moment, il nous en reste encore quelques-uns à faire. Merci beaucoup et au plaisir.
Merci. Merci à vous. Bye, merci.